Bonjour à tous. Comme souvent, perturbations et soucis m'ont fait prendre un peu de retard sur la diffusion de cette vidéo dans laquelle je mets beaucoup de cœur. Alors comme le dirait Mazikine dans ses intros, on y va, on y go. La dernière image de la première partie de cette vidéo affichait un tableau qui posait les prémices d'un bilan lourd sur les motivations et ou les intentions destructrices d'une chimie inventée par des hommes sans conscience. Depuis la guerre 14-18, l'industrie a compris que la chimie de masse pouvait plier le vivant. Elle prétend depuis le soumettre pour faire de l'ensemble des êtres, humains, faune et flore, de la vulgaire matière première. La majeure partie des inventions de destruction massive de cette époque sortent de cerveaux malades embauché par un réseau de la mort, IG Farben, qui a fusionné et absorbé BASF, Bayer, Hoechst, Agfa et d'autres en 1925. Le summum de cette partie de l'histoire est qu'après 1945, au tribunal de Nuremberg, les États-Unis y jugent 24 directeurs d'IG Farben pour crimes contre l'humanité, esclavage et pillage. Mais la finance et l'industrie de l'époque jugent ces cerveaux et ces infrastructures trop précieux pour être détruits. En 1952, IG Farben est démantelé en apparence et réapparaît comme si de rien n'était sous ses noms préalables à la fusion BASF, Bayer, Hoechst et Agfa. Les dirigeants de ce genre d'entreprise, condamnés à des peines de prison scandaleusement ridicules, sont libérés dans les années 50 et 60 pour redevenir présidents de ces mêmes entreprises. Entre 1939 et 1945, la Seconde Guerre mondiale a servi de laboratoire monstrueux à ciel ouvert. Les expériences sur les corps et les cerveaux se comptent par millions. J'ouvre une parenthèse pour voir un aperçu d'une partie d'une autre réalité. Elle est documentée dans une vidéo de l'armée américaine datant de 1945 à l'adresse internet qui s'affiche sur votre écran. Cette vidéo a le mérite de rappeler qu'il n'y avait effectivement pas que des juifs qui ont vécu et ou survécu à l'enfer. J'espère que les négationnistes l'entendront. Je referme la parenthèse. Après la libération, avec la complicité des représentants élus par les peuples, entre guillemets, via des opérations secrètes comme le projet Paperclip pour les États-Unis, elle récupère les cerveaux de ces scientifiques pour nourrir ses programmes de contrôle et de sciences standardisées qu'ils oseront qualifier de médecine très souvent. L'intelligence artificielle a pu extraire 5 des criminels d'IG Farben les plus lourds de sens pour notre démonstration. Fritz Tirmir, le boucher d'Auschwitz. En 39-45, il est le plus haut responsable de l'édification de l'usine d'IG Auschwitz, aussi appelée camp d'extermination de Buna-Monowitz ou Monowitz-Buna selon les sources. Il a personnellement visité le camp pour autoriser à utiliser des dizaines de milliers de déportés réduits à l'esclavage pour expérimenter la mort par douleur et épuisement. Lors de son procès, lorsqu'on lui a demandé s'il trouvait ces expériences justifiées, il a répondu que les déportés n'avaient pas souffert de cruauté particulière puisqu'ils allaient de toute façon être tué. Sa peine, condamné à 7 ans, il est libéré en 1950. En 1955, il devient président du conseil de surveillance de Bayer. C'est le symbole absolu du lien direct entre Auschwitz et l'industrie plastique d'après-guerre. Ottos Ambros, le concepteur des gaz innervants. En 39-45, ce chimiste qui a brillé pour être notamment le co-découvreur des gaz sarin et taboun, dirigeait l'usine de production de ces armes chimiques à Diernfurt et gérait simultanément l'exploitation humaine à IG Auschwitz. Sa peine, condamné à 8 ans, il est libéré en 1951, immédiatement exfiltré et recruté en secret par le ministère de la Défense des États-Unis, ce fumant Pentagone, comme consultant pour son programme d'armes chimiques de la guerre froide, tout en siégeant dans les conseils d'administration de firmes de la chimie européenne. C'est le moment où les cons crient « Vive l'UE ». Karl Wurster, le distributeur du Zyklon B. En 39-45, il est membre du conseil d'administration de la Digesh, la filiale d'IG Farben qui détenait les brevets et gérait la distribution exclusive du Zyklon B dans les camps de la mort. Il savait exactement à quoi servaient les livraisons massives de ces boîtes métalliques appelées conserves de poison gazeux. Sa peine, déclarée non coupable pour bénéfice du doute. À Nuremberg, il prend la présidence du conseil d'administration de BASF dès 1952 et ce pendant 13 ans. Ce criminel est passé de la boîte de conserve de Zyklon B à la production industrielle des plastiques de masse et de charlatanisme chimique pour l'agriculture.
mur. Karl Lautenschlager, le directeur de Hoechst et des cobayes humains. En 39-45, il est le directeur de la branche pharmaceutique du site géant de Hoechst, aujourd'hui Sanofi. Il a directement autorisé, financé et supervisé l'envoi de produits chimiques et de vaccins expérimentaux non testés au SS Helmut Witter à Auschwitz et au camp de Buchenwald. Ces injections forcées ont provoqué la mort atroce de centaines de prisonniers pour le compte de la recherche de ce réseau de la mort. Sa peine, acquitté à Nuremberg, il a poursuivi une carrière de chercheur de haut niveau pour des institutions d'État et des comités de régulation sanitaire allemands. Il diffuse cette recherche dévoyée qui se présente comme médicale pour infiltrer ensuite les agences de santé publiques d'après-guerre. Max Ilgner, le chef d'espionnage d'IG Farben lié au réseau d'État. En 39-45, il est directeur du bureau NW7, la section d'espionnage économique et politique d'IG Farben. Ces agents cartographiaient les usines étrangères à travers le monde avant les invasions militaires, permettant à l'armée allemande de piller, de confisquer l'industrie chimique des pays occupés, dont la France, au profit exclusif d'IG Farben, ce réseau de la mort. Sa peine, condamné à 3 ans, libéré en 1950, il est immédiatement réorienté dans les réseaux d'influence économique internationaux et les think tanks financiers transatlantiques du genre, le CFR, financé historiquement par les Rockefeller et Morgan Stanley ou JP, je n'ai pas encore éclairci ce détail, Bilderberg, fondé en 1954 immédiatement après l'étude d'Ickerman dont nous allons bientôt parler et dont le but premier est de solidifier l'OTAN et de planifier la mondialisation économique, la commission trilatérale créée par Rockefeller 2 ans après l'interdiction du DES en médecine humaine que nous allons bientôt dévoiler, le Forum économique mondial ou WEF en anglais fondé la même année de l'interdiction du DES, il démontre qu'IG Farben n'était pas qu'une usine mais un véritable service de renseignement privé capable de manipuler la politique des États. Ces 5 exemples de recyclage, entre guillemets, sont passés des boîtes de conserve empoisonnées au revêtement de nos emballages modernes, à la pharmacie de masse et à l'agrochimie. C'est à ce moment précis que la chimie lourde s'invite dans nos assiettes et dans les gamelles de nos animaux avec des barquettes d'aluminium et des boîtes de conserve armées de bisphénol A, BPA. Et lorsque les alertes sanitaires ont réussi à se faire entendre sur le BPA, l'industrie a simplement sorti de ses tiroirs les bisphénols B, S, F, jusqu'à Z. Il ne semble pas avoir encore inventé le Q. Une multitude de perturbateurs endocriniens en attente, prêts à prendre la place du précédent pour continuer à nous empoisonner légalement sous couvert de nouvelles formules. Et nous allons bientôt arriver aux explications sur le fait que ce n'est pas qu'un simple scandale, mais une stratégie pour tuer en masse discrètement. Ce cynisme cupide n'était pas un monopole européen. Outre-Atlantique, dès 1913, la richissime famille Mellon, dont j'ai appris l'existence en faisant cette vidéo, fonde le Mellon Institute of Industrial Research à Pittsburgh. Cet institut semble être le début historique du blanchiment de la science par l'argent industriel. Une machine à fabriquer des besoins là où il n'y en avait pas pour forcer le tout chimique et étouffer les premières alertes sanitaires. Pour mesurer la puissance financière de ces réseaux de la mort de nos jours, un aperçu avec des chiffres. La multinationale issue de la fusion de Hoechst, pour mémoire Sanofi, dégage à elle seule 12 milliards d'euros de bénéfices opérationnels. On a peur d'imaginer ce que représente le chiffre d'affaires. Quant aux méthodes du Mellon Institute, elles se sont institutionnalisées au cœur d'une machine de recherche avec 2,5 milliards de dollars par an, sous la couverture de la dite très prestigieuse université Carnegie Mellon, CMU, depuis 1967. Les hommes de Nuremberg ont disparu, mais l'argent et la puissance de feu de leur héritage pèsent plus lourd que l'armement. Nous arrivons maintenant au premier cas d'école en lien direct avec les emballages. En 1938, le biochimiste britannique Edward Dodds synthétise le premier oestrogène artificiel, le DES, plus communément appelé Distilben. Dodds fait un choix surprenant, il refuse de breveter sa formule pour qu'elle soit accessible à tous. Pur humanisme ou contrainte invisible, l'histoire en décidera, car cette recherche s'inscrit dans un modèle industriel mondial façonné par un réseau financier précis qui a pour origine la fondation Rockefeller. Sans brevet, la formule est immédiatement captée par des dizaines de laboratoires. Le geste humanitaire se transforme instantanément en usine à profit. Le DES est prescrit à des millions de femmes enceintes.
Très vite, Dodds lui-même commence à douter de la toxicité de sa création, mais la machine est lancée et trop rentable pour être arrêtée. En 1953, le couperet tombe. Le docteur Dickerman publie l'étude de Chicago, un essai clinique en double aveugle implacable sur plus de 1600 femmes, et le résultat scientifique est sans appel. Le DES est totalement inefficace pour prévenir les fausses couches et s'avère être un puissant perturbateur endocrinien. L'industrie le sait, mais elle avance malgré tout. Elle a sciemment commercialisé une bombe à retardement transgénérationnel. Le diagnostic médical à long terme est effroyable. Malformation utérine majeure, infertilité, grossesse extra-utérine en cascade et l'apparition de cancers vaginaux et cervicaux rares chez les enfants exposés in utero. Un désastre cellulaire qui se transmet désormais jusqu'à la 3e génération. Et pourtant, le produit ne sera interdit en médecine humaine qu'en 1971. 18 ans de diffusion lente pour un poison parce que la matrice industrielle ne perd jamais un centime. Face à la baisse des ventes chez les femmes enceintes, les laboratoires trouvent un autre moyen pour ne pas perdre d'argent. Leurs expériences cachées prouvaient que cette molécule rendait les animaux destinés à être mangés plus gros. Il faut donc comprendre que les injections de ce perturbateur endocrinien à des millions d'animaux d'élevage pour gonfler artificiellement leur poids et maximiser les marges n'a pas empoisonné que nos assiettes et des générations entières d'êtres humains qui ont mangé cette viande saturée d'hormones de synthèse, mais tout l'écosystème a été empoisonné et même contaminé là où aucune personne saine d'esprit ne pouvait l'imaginer. À travers les déchets industriels, les carcasses et les rejets de ces animaux, les carnivores et les prédateurs sauvages ont eux aussi ingéré ce poison. La matrice a brisé la barrière de la nature pour liquider ses stocks. Elle a intoxiqué toute la pyramide du vivant, du consommateur au bout de sa fourchette jusqu'au prédateur au fond des bois. La boucle du cynisme était bouclée. Et après cela, ces mêmes institutions osent faire la une pour parler de la crise de la vache folle et plus récemment de la dermatose nodulaire contagieuse, si vous voyez ce que je veux dire. Ce refus de voir n'est pas un accident de l'histoire, c'est un calcul mathématique artificiellement compliqué par de pseudo-règles de comptabilité alors que la formule est simple. Tant que les profits annuels générés par un produit dépassent le coût estimé des futurs procès et des indemnités juridiques, le produit reste sur le marché. Pour ne rappeler que quelques faits qui ont été des théories du complot avant d'être admises comme officiellement vraies, vous vous souvenez peut-être de l'amiante, premières alertes médicales dès 1890, mais interdites en France qu'en 1997. Un siècle de profit sur des poumons détruits. L'essence au plomb, neurotoxique majeure documentée dès les années 1920, commence à être interdite vers la fin des années 1990. Plus de 70 ans d'intoxication d'enfants, entre autres. Le chlordécone, je sais pas si je dois rire, classé cancérigène par l'OMS en 1979, mais quand même utilisé par des dérogations d'État jusqu'en 1993 aux Antilles. Des terres polluées pour des siècles. Et la liste pourrait s'allonger. Le Vioxx, le Mediator, la Dépakine, à chaque fois la même explication. Les laboratoires où les industriels savent, cachent les données ou financent des expertises bidonnées pour fabriquer de l'ignorance et gagner des décennies de commercialisation. À chaque crise majeure, ces associations de malfaiteurs opèrent une métamorphose, changent de nom pour effacer une mauvaise réputation et poursuivre leurs affaires comme Monsanto réapparu sous Bayer. Des conseillers en communication ont fait de cette méthode répugnante un business qui rapporte gros. Et aujourd'hui, la méthode n'a pas changé, elle a simplement trouvé un nouveau terrain de jeu, le numérique, les data centers et l'intelligence artificielle. Cette révolution dite virtuelle repose exactement sur la même infrastructure physique, chimique et toxique dépendante de la pétrochimie. Sur YouTube et devant le Congrès américain, des millions de citoyens crient et hurlent leur colère. Les complexes de serveurs et les terawatts d'électricité nécessaires à la course technologique de la Trump Team et de la Silicon Valley sont en train de pourrir leur vie. Hausse massive des factures d'énergie pour les particuliers, accaparement de l'eau potable, bruit permanent, destruction des environnements locaux. Les ingénieurs de ces monstres de béton, de métaux précieux et autres matières enfermées dans leurs bunkers et gavés de dollars automatisent leur propre métier sans même avoir conscience qu'ils programment leur propre obsolescence. Ils font mine de s'inquiéter de la sécurité de l'IA lors de crises passagères, mais ils ferment les yeux sur la chimie toxique et les ravages environnementaux immédiats que cause l'édification de leurs infrastructures. Ces dirigeants sont devenus des robots humains, dénués d'empathie, dévorés par leurs propres algorithmes et leurs calculs de rentabilité. Et lorsque l'on voit ou que l'on devine le résultat, savoir que des gens naturellement sains et gentils sont obligés de courber les chines, c'est à minima crispant.
Pourtant, une alternative saine, écologique et économique existait bien avant que ces criminels ne prennent le pouvoir. Le seul emballage qui reste à ce jour absolument vertueux, c'est le verre. C'était un Français, Nicolas Appert, qui a inventé au tournant du 19e siècle le procédé de la conserve apertisée grâce à des emballages en verre hermétiques. C'est une révolution humanitaire pour préserver les nutriments sans aucun transfert toxique. Mais l'histoire est écœurante. Tandis qu'un Anglais s'empare de l'idée pour faire fortune avec la boîte en fer blanc, générant des profits que l'on sait, Nicolas Appert, ruiné par la machine industrielle, finit ses jours dans l'indifférence totale et est jeté à la fosse commune. Si les industriels avaient organisé le ramassage et le réemploi des conserves en verre dès le début de l'industrialisation alimentaire, nous aurions un système infiniment plus économique et respectueux de la santé. Le verre est recyclable à l'infini et chimiquement neutre. Pas de bisphénol, pas de fuite d'aluminium dans les tissus cellulaires. Et la preuve en est que l'Allemagne, par exemple, n'a jamais laissé tomber la consigne des bouteilles et des bocaux. C'est un modèle mathématiquement et logiquement supérieur sous tous les angles. Laver un bocal en verre pour le réutiliser demande infiniment moins d'énergie que de refondre du plastique, d'extraire de la bauxite pour l'aluminium et de gérer des montagnes de déchets toxiques qui finissent dans la nature et dans nos corps. Mais la consigne exige de la responsabilité et de la circularité et une logistique locale. Tout l'inverse de la logique de centralisation et de profits immédiats des géants de la pétrochimie. Et moins d'argent à voler pour ces politicards incompétents et ou corrompus avec leurs taxes d'ordures ménagères. La réalité brute est là. En un siècle, la chimie industrielle a profondément dénaturé et colonisé le vivant, de nos cellules jusqu'à la faune sauvage. Face à ce désastre, au lieu de les laisser nous dominer par de la propagande faite pour nous effrayer et nous rendre exclusivement coupables, avec la complicité de politiciens opportunistes et de faux experts médiatiques, sans oublier les ONG subventionnées et les promoteurs du capital vert, notre réplique est simple et quotidienne, sans besoin de tout casser ou de se laisser embarquer dans une révolution voulue par d'autres. Nous devons boycotter leurs emballages jetables, refuser les barquettes d'aluminium, réinterroger sur la composition des aliments de nos animaux, qu'ils soient de ferme ou de compagnie, et tourner définitivement le dos aux molécules de synthèse de Big Pharma pour réinvestir les savoirs des herboristeries traditionnelles, pour faire disparaître le plus vite possible cette industrie pharmaceutique corruptrice avant que des Van der Leyen n'arrivent à nous interdire les herboristeries. Pour ceux qui auraient raté l'info, cette pseudo-UE vient d'interdire l'huile de CBD depuis le 15 mai 2026 au motif d'insuffisance de données sur les effets sur la santé, notamment sur le foie et le système hormonal. Selon l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, au lieu de rendre simplement compréhensible le résultat des études et d'en informer la population, ils ne savent qu'interdire en oubliant qu'il est normalement interdit d'interdire. Beaucoup ont déjà prouvé qui finance la gouvernance de notre santé et notre alimentation. L'OMS, l'IFPRI ou les grands programmes de sécurité alimentaire qui marchent main dans la main avec la fondation Rockefeller. Ces structures se payent une conscience humanitaire d'apparat tout en gardant les clés du garde-manger mondial. Ils ne voient dans nos angoisses qu'un nouveau marché à taxer et à rentabiliser avec des anxiolytiques ou des neuroleptiques, entre autres. Il est grand temps de faire un grand ménage historique dans les facultés de médecine humaine et vétérinaire, en dégageant sans ménagement à coups de pompe dans le cul tous ceux qui ont tronqué le vertueux et honorable serment d'Hippocrate pour un serment de gros hypocrites dégueulasses au service de leurs propres conneries. Reprendre notre souveraineté locale n'est pas une utopie lointaine, c'est une obligation immédiate pour assécher la matrice, faire triompher la raison et redonner aux vivants sa liberté. Je vous laisse méditer sur cette vidéo et sur ce que vous comptez faire de ce qu'elle met en lumière. Bonne fin de semaine à tous.